Radio 2M. Oui, André. Bonjour patron, je viens pour l'hebdo. Oui. Vous savez, le concept... L'idée du concept, c'est quoi? Justement, on n'a toujours pas trouvé. Alors je me disais que là, l'émission va commencer, c'est peut-être l'occasion d'écouter ensemble. Allez-y, faites-moi écouter ça. Ah super, écoutez, ça commence là, maintenant. Bon. Puis on mettra ça dans une case peut-être après, non? Allez. Bonjour et bienvenue dans l'hebdo. C'est parti pour une heure d'actu dans le monde réel et virtuel. Cette semaine, nous reviendrons sur le bug historique de Facebook, Instagram et WhatsApp, une panne de 7 heures qui a bouleversé la planète. La vidéo a fait le tour du net, des embouteillages monstres en plein cœur de la capitale économique. Casablanca étouffe, Casablanca suffoque, Casablanca au bord de l'asphyxie et rien en vue pour lui redonner du souffle. Nous allons également beaucoup parler de sport cette semaine. Un match de football digne d'un mauvais film, des joueurs malades la veille de la rencontre, le chef de la délégation qui laisse planer la menace d'un boycott jusqu'à la publication de photos de toilettes sur les réseaux sociaux. Et finalement, ils allaient bien, ou presque, mais ils ont perdu, ils se sont pris une claque en fait. On y croyait vraiment et finalement, le ministère de la Santé a stoppé net tout espoir d'autoriser le retour des supporters dans les stades. Vous avez tenu à faire part de votre colère, c'est à suivre dans quelques instants. Comme chaque semaine, un invité, ce sera pour ce vendredi une invitée, une femme qui n'a pas froid aux yeux. Elle vient d'être élue pour siéger à la Chambre des représentants au nom de la CGEM. Parmi les 8 élus, elle est la seule femme. C'est Naïla Tazi qui nous rejoindra dans quelques minutes. L'hebdo, c'est parti. Installez-vous, c'est parti pour une heure d'actu. Mais c'est pas un journal, on est d'accord. C'est l'hebdo sur Radio 2M. Bonjour à tous. Bonjour. Pressé de sortir. Comment ça va? Ça va et toi? Bien. Très bien. Et vous? Tranquillou. Bonjour Amine. Bonjour. Ça va? Oh, nickel. On débute comme chaque vendredi par l'image de la semaine que vous pouvez découvrir en ce moment et en simultané sur nos réseaux sociaux et YouTube. C'est un lieu mythique, un fleuron de l'hôtellerie marocaine qui vient de recevoir une nouvelle distinction et non des moindres. Pour la 3e fois consécutive, la Mamounia est sacrée meilleur hôtel du monde. Vous avez vu cette info? Oui, c'est pas la première fois, comme tu as dit, c'est la troisième fois. Et c'est vrai que c'est quand même un classement qui a été fait par le magazine Conde Nast Traveler. Donc c'est quand même une très belle reconnaissance pour l'hôtel Mamounia. Eh bien, vous savez quoi? Eh bien, le directeur général de la Mamounia est avec nous au téléphone. Pierre Jochen, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Ravi de vous avoir au téléphone. Écoutez, c'est moi qui suis honoré, je vous remercie. Attendez, ça s'applaudit quand même. Oui. Oui. Allez, on l'applaudit. Vous avez dû être peut-être quand même un peu surpris. Je m'explique. C'était quand même une année très particulière, année de pandémie. Comme de nombreux hôteliers, vous avez traversé une période des plus difficiles. Et avoir cette distinction, on aimerait bien avoir votre réaction. Bien sûr, on est ravis, on est heureux, on est très content. Vous avez raison que ça a été une période particulière et on a décidé d'aller de l'avant avec cette rénovation dont vous avez peut-être entendu parler, qu'on a fait donc pendant la période du Covid. Donc c'était compliqué et on a réouvert l'hôtel en octobre dernier. On a fait un très beau voyage de presse à la fois national et international au mois de novembre. Et donc voilà, et donc tout ça a porté ses fruits. Et donc voilà, et vous entendez dire, là, juste un petit peu auparavant, effectivement, nous avons gagné le prix en 2015, en 2018. Et maintenant en 2021. Donc j'étais à la fois bien sûr content, honoré, mais surpris parce que c'est très dur de le gagner trois fois de suite. Et même avec 3 ans d'intervalle, c'est assez... c'est assez exceptionnel, quoi. Et donc, 800 000 lecteurs qui ont participé à ce vote à travers le monde. À travers le monde. Alors après, c'est vrai que c'est une question de vote, donc comme tous les sondages. Et on a la chance à la Mamounia d'avoir vraiment des clients loyaux, réguliers, qui nous adorent.
depuis très longtemps. Et ces gens-là, en fait, votent, quoi. Parce qu'en fait, entre l'intention de vote, vous savez, c'est comme la parole et les actes. Ces gens-là, quand ces gens-là disent ils votent. Et donc voilà, ils ont visiblement voté et bien voté. Et puis on est passé, quoi. Alors en ce moment, nos auditeurs peuvent découvrir en images, je vous le rappelle, sur les réseaux sociaux, les belles images de la Mamounia, les différents lieux. Je parlais d'hôtels mythiques et ça l'est vraiment. Vous avez dit que rien n'aurait été possible sans la grande implication, la fierté et l'engagement de toutes vos équipes. Et l'image en fait qui a véhiculé, qui a tourné, que vous avez diffusée, c'est celle en fait d'une partie de l'équipe avec des pancartes « Merci » dans toutes les langues. Écoutez, c'est exact, parce qu'avant tout, vous savez, je compare souvent le rôle d'un directeur général à un chef d'orchestre, et donc en fait, voilà, on donne le ton, mais il y a plein de choristes, il y a plein de gens qui jouent différents instruments, et donc c'est un travail d'équipe qui s'articule, voilà, autour d'une vision, et sans tout le monde, sans toute cette équipe, on n'est rien, donc voilà. Donc voilà, et donc je suis avant tout bien sûr heureux pour eux, et puis c'est vraiment, et je le pense sincèrement, c'est à eux que ce prix revient. Encore une fois, bravo, félicitations au nom de toute l'équipe de Radio 2M. C'est également une image et une vidéo qui tournent en boucle sur le net, des kilomètres d'embouteillage en plein cœur de Casablanca. Des images des plus impressionnantes. Les Casablancais n'en peuvent plus à la fête. Mais la faute à qui ? Serions-nous un peu, voire un petit peu, beaucoup responsables ? C'est un œil sur le monde. Radio 2M. Mais quelle est donc cette douce cacophonie qui berce nos matinées, nos journées marathoniennes ? Eh bien, c'est notre symphonie quotidienne, et celle-ci est bel et bien achevée. Casablanca, où vole au-dessus d'un nid de coucou, la ville blanche qui n'a de blanc que le nom, la capitale économique où les embouteillages qu'arrose la cité engorgent ses artères, à quand la dilatation, et pollue son air sans condition. La notion d'embouteillage prend tout son sens dans cette ville qui ne dort jamais, et qui ne laisse donc jamais de répit à ses conducteurs, qu'ils soient de taxis, d'autobus ou de voitures particulières. Et c'est peut-être le seul espace de la ville où tout le monde est logé à la même enseigne, riche, moins riche, propriétaire d'une berline somptueuse ou simple passager d'un bus bondé. Les taxis, eux, rouges ou blancs, de la ville tentent de se frayer un chemin dans ce capharnaüm pour satisfaire leurs clients pressés. Ils pilent, redémarrent, doublent à droite ou à gauche, font demi-tour, prennent des chemins détournés, mais rien à faire. Une rue embouteillée aura toujours raison de ses détracteurs. Les seuls bénéficiaires de la situation, les piétons, jamais prioritaires, qui pour eux tentaient de traverser la chaussée, synonyme d'une épreuve de Koh-Lanta. Mais derrière ces scènes, dignes d'une réalisation de CCB 2000, le champion du monde des péplums, se cache une vie parallèle. Eh bien, ce sont les vendeurs de mouchoirs, de bavettes et autres laveurs de vitres qui sont ici pour le prouver. Ils se feraient un chemin entre les voitures à l'arrêt pour imposer même leurs produits aux conducteurs impatients, prêts à répondre à tous leurs besoins histoire de se racheter une conduite. Les taxis, eux, deviennent des hauts lieux de socialisation, puisque pris dans un trafic qui n'en finit plus, clients et conducteurs peuvent donner libre cours aux conversations les plus variées. De la politique à leur situation familiale, en passant par le niveau zéro de leur compte en banque, plutôt, le mien en l'occurrence, mais c'est une autre histoire, à l'image du scénario récurrent qui rythme nos journées, infernales, invivables, parce que, je ne sais pas si vous le savez, eh bien les Casablancais perdent en moyenne 2 heures par jour dans les embouteillages, ce qui revient à 20 jours par an, qui ne sont pas remboursables par la Sécu. Pourtant, ça tombe dans le sens, 20 jours par an, bien plus que suffisant pour devenir schizo, bipolaire, hypertendu, même tueur en série. À cela, nous pouvons ajouter ralentissement, route endommagée, feux non fonctionnels, travaux en cours sur les voies, accidents de la circulation, encore fluidité routière, mais malheureusement, les usagers de la route se retrouvent bien souvent coincés dans des itinéraires qu'ils auraient pu éviter s'ils avaient simplement eu cette information. Mais compte dessus, bois de l'eau fraîche avec un Xanax et... Il faut que tu respires, et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas. Ça s'applaudit. Oui, ça s'applaudit. Merci. En même temps, est-ce que ça ne peut pas nous servir aussi de leçon, de se dire que dans d'autres métropoles, à travers le monde, il y a des pistes
des voies, pour les deux roues. Aujourd'hui, on est quand même... Non mais, faut peut-être qu'on se remette un tout petit peu en cause. On est quand même archi feignant. Pour faire 500 mètres, on prend la voiture. Oui. Ça, c'est une réalité. Il y a un comportement aussi citoyen à avoir, parce qu'on peut dire les axes ne sont pas assez larges, on va élargir pendant combien de temps? On a aujourd'hui des transports en commun qui fonctionnent, on a le tram, il y a les bus, mais tout le monde... Un débat beaucoup plus grand, parce qu'aujourd'hui, moi, femme, tu me parles de faire la route à pied, même 800 mètres, je te dis non en termes de sécurité. En fait, je pense qu'il y a plusieurs problèmes annexes qu'on peut plugger autour du seul problème de la circulation. Mais aujourd'hui, tu parles des pistes cyclables, on va dire, pour elles existent, mais personne ne les respecte. À savoir qu'il y a des milliers de personnes qui ne respectent même pas la droite. On ne respecte rien, donc effectivement, c'est un problème avant tout de civisme sur lequel il faudrait travailler. Oui. Maintenant, en termes d'infrastructure, je pense du moins les... Et vous le voyez à la dirigeants, sortie des écoles, je veux dire, c'est en 3e, 4e position, je sais pas où on va. Il faut dire aussi que le Maroc a une relation très spéciale avec la voiture. Et comme on dit, ça fait pas bien, donc voilà, il faut qu'on ait pas... Non, pas forcément. Il y a ça aussi. Il faut je connais des gens qui préfèrent passer 2 heures dans un bouchon que de prendre le tramway. Parce que, voilà. Ça, c'est vrai, c'est une réalité. Oui, mais le tramway ne dessert pas véritablement tous les endroits. Bien sûr. C'est un peu plus compliqué que ça. Moi, je pense véritablement que c'est une question de civisme. Je vous prie d'accueillir notre invité qui est aujourd'hui Neila Tazi. L'invité. Bonjour Neila. Bonjour bonjour à tous. Bonjour à tous vos auditeurs. C'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Merci. Tous, je crois. À l'unanimité. Oui, c'est pour moi un plaisir de retrouver d'abord le plateau de Radio 2M et puis aussi des visages amis comme Amina Hamouni et puis nos amis chroniqueurs ici, journalistes. C'est un plaisir. Merci pour l'invitation. Merci à vous. Alors, beaucoup vous connaissent pour l'un des festivals les plus populaires du royaume, le festival Gnawa. Mais beaucoup ne connaissent pas la femme politique que vous êtes, parlementaire, administrateur de la CGEM depuis de nombreuses années. Vous êtes une nouvelle fois fraîchement élu. On va que applaudir aujourd'hui. Oui. Allez. J'aimerais tout d'abord vous faire réagir, je parlais du nouveau gouvernement, Neila Tazi, j'aimerais vous faire réagir sur l'élection, la nomination d'une femme à un poste des plus importants, celui de la finance, Nadia Fattah Alaoui. Vous êtes une femme également engagée politiquement. J'aimerais bien avoir votre réaction à chaud. Alors, je trouve que c'est une formidable nouvelle. Parce que c'est un très grand poste qui lui est confié. C'est un poste où on n'attend pas une femme. Et je pense qu'aussi, ça s'inscrit dans la continuité de ce que cette nouvelle majorité gouvernementale et cette nouvelle alliance coalition politique a mis en place depuis les dernières élections, à savoir de mettre beaucoup de femmes à des postes de responsabilité. Et c'est une excellente chose. Pourquoi ? Parce que on est malheureusement trop souvent amené à entendre que c'est une question qui est secondaire. Je vous écoutais parler de la question culturelle, de l'approche culturelle de la question du comportement dans nos villes. Et tout est culturel. Oui. Bon, peut-être que ce sera une transition avec ce dont nous parlerons tout à l'heure. Oui, tout à fait. Mais la réalité est que tout est culturel. Et même la question de l'égalité des genres et de l'importance de cette égalité qui est un objectif du développement durable, il faut le rappeler, un des 17 objectifs. Quand le Maroc prend une décision comme ça, à savoir de mettre des femmes compétentes dans des postes importants, parce qu'évidemment la compétence va de pair, c'est évident, c'est un prérequis, il faut savoir que d'abord on donne un signal très fort à la classe politique qui a été extrêmement en retard sur ces questions-là pendant trop longtemps, et en même temps à la population et en même temps à l'international, parce que nous sommes attendus sur ces questions-là. Le Maroc doit avancer sur ces engagements-là, et là je le dis parce que je suis une femme, parce que j'y crois, parce que je suis engagée, parce que je suis dans la politique depuis 6 ans et que je vois bien que c'est extrêmement difficile de faire avancer ces sujets. J'ai été amenée à collaborer, à travailler au plus près des militantes politiques qui, depuis des générations, ont fait des sacrifices énormes dans leur vie pour se battre pour ces causes. Et je leur dois le plus grand respect parce que je vois à quel point ça a été dur d'arriver à gagner des petits pas. Donc, pour aller plus directement à la réponse, Nadia Fattah est une femme, elle va occuper un très grand poste.
Elle a un extraordinaire parcours. Il faut rappeler que c'est une femme qui est diplômée d'HEC, qui a été à des postes de grande responsabilité, qui vient du monde de la finance. Voilà, parce que beaucoup sont surpris en se disant mais la finance quand même, ministre du tourisme, de l'artisanat, mais chef d'entreprise aussi auparavant. Alors, voilà, donc elle vient du privé, elle a l'expérience du pragmatisme, de la décision rapide, mais elle a aussi, depuis son dernier mandat en tant que ministre du Tourisme, elle a l'expérience aujourd'hui du monde politique, de ce qu'est le Parlement. Elle est venue régulièrement, il y a des ministres qui ne viennent pas. Elle fait partie des ministres qui se sont tout de suite jetés dans l'arène. C'est une femme modeste, humble, et c'est une femme qui travaille. Elle a tout de suite été respectée pour ça. En plus, elle est arrivée à un moment d'une très grosse crise pour le secteur. Et malgré la profondeur de cette crise, l'impact énorme pour les opérateurs, elle a gardé la confiance et elle a su maintenir le dialogue. Voilà, donc je pense que c'est une femme qui a beaucoup d'atouts et qu'elle va nous surprendre. En plus, je pense qu'aussi, elle s'est pleinement engagée en politique dans le parti. Elle est arrivée au RNI avec des responsabilités, mais elle s'est engagée au sein du parti. On le voit, elle est très présente dans les médias aux côtés du chef du gouvernement désigné, maintenant M. Arnouch. Donc je pense que elle va faire du bon travail, en tout cas je l'espère. On va y revenir bien évidemment sur ce nouveau gouvernement et en détail, beaucoup ne veulent pas parler encore et c'est normal, il vient d'être nommé, les déclarations arriveront. Je vous donne juste un rendez-vous important à ne pas manquer, ce sera demain, Simana Fsaha qui y sera entièrement consacré avec Jama' Goulhassan. On va en arriver à votre élection au sein de la CGEM. 120 sièges qui sont réservés à la Chambre des conseillers, 8 pour les représentants des employeurs à travers la CGEM. 26 candidats étaient en lice, 8 ont été élus. Parmi eux, une femme, une seule, c'est vous. Oui. C'est pas terrible, 8 et une seule femme. Si ça peut te rassurer, je peux te dire, je suis certain qu'elle les vaut tous. La connaissant personnellement depuis 2 décennies, j'ai pas de problème à le dire, j'assume. Fais gaffe, il va y avoir conflit d'intérêts. Moi je te dis clairement ce que je pense, après si ça ne plaît pas... Merci Amine. Mais la bataille, il paraît, donc d'abord en termes de taux de participation, ça a été quand même très important. Vous avez frôlé les 95% de taux de participation à la CGEM. Oui, les gens s'intéressent de plus en plus à l'élection de ce groupe parlementaire à la Chambre des conseillers parce que les gens prennent de plus en plus conscience de ce que ce groupe peut apporter à la Confédération, aux fédérations sectorielles et aux régions. Donc voilà, on est là, on a un rôle. Alors évidemment, il y avait aussi un enjeu pour la CGEM qui était de préserver son groupe. Parce que lorsque nous avons été élus pour la première fois en 2015, on a perdu des parlementaires qui ont fait de la transhumance, ils sont allés vers des formations politiques. Et aujourd'hui, ça, c'est plus possible. Donc, on a vraiment préservé ce groupe. Et évidemment, il y a une obligation de par la loi d'avoir une parité sur les listes électorales, à savoir 2 personnes du même sexe ne peuvent pas se suivre sur les listes. Mais malheureusement, le mode de scrutin au plus fort reste ne permet pas obligatoirement d'avoir la parité dans la liste des gagnants. Donc oui, je suis la seule femme, je regrette, j'aurais aimé que nous ayons une deuxième parce qu'on dit qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait une dynamique, il faut tendre vers la parité. C'est ce que dit l'article 19 de la Constitution et on aurait aimé avoir une deuxième femme. Nous avions une femme à Tanger qui était tête de liste. Malheureusement, elle n'a pas été élue, mais nous attendons même de savoir quel est le résultat final de la composition de cette Chambre en espérant qu'il y aura au moins autant de femmes qu'en 2015. Nous étions 14 femmes au sein de la Chambre des conseillers et c'est pas gagné encore que nous soyons autant de femmes. J'ai une question. Quelles doivent être selon vous les priorités du groupe parlementaire de la CGEM à la Chambre des conseillers ? Écoutez, nous sommes là pour défendre le secteur de l'entreprise. Donc évidemment, au cœur de toute notre réflexion, de tout notre travail, il y a la défense des entreprises. Je pense que véritablement, aujourd'hui, nous avons tous compris
que ce qui crée de l'emploi, c'est les entreprises. Donc, il faut booster l'entrepreneuriat. Il faut créer les conditions pour pousser les gens à avoir envie d'entreprendre. Il y a un tissu de jeunes qui ont vraiment envie de se battre, de créer leur start-up, de réaliser leurs rêves. Il faut donner les moyens, il faut faciliter l'acte d'entreprendre. Ça, c'est le cœur de notre... Alors, pas justement que les grosses entreprises comme beaucoup... les PME, TPE, voilà. PME, TPE qui forment le cœur aujourd'hui mais de l'économie aussi marocaine. les jeunes entrepreneurs. Vous êtes de plus en plus présents sur ce secteur. Mais bien sûr, et Meftahia, c'est une fausse image qu'on veut donner de la CGM. La CGM, c'est une association qui compte 95% de PME. Donc les grosses entreprises, elles ne sont pas si nombreuses. Et c'est une image qu'on a parce que forcément, les grands patrons, ça impressionne. Mais même autour de notre conseil d'administration, ce ne sont pas les grands patrons qui sont au sein du conseil d'administration. Moi-même, je suis arrivée il y a plus de 10 ans au conseil d'administration de la CGM. Je leur ai fait un aveu un jour en conseil d'administration. J'ai créé une entreprise avec un capital de 12 000 dirhams. 12 000 dirhams. En 1992, je n'aurais jamais imaginé un jour porter ma voix autour du conseil d'administration du patronat. Oui, mais vous portez un intérêt, on va dire, un peu plus que pour la FIC, du coup, parce que, pour la culture, étant donné que vous êtes présidente de la FIC. Alors, c'est quoi l'importance de la FIC, qu'elle soit affiliée à la CGEM ? Alors, la FIC, c'est la Fédération des industries culturelles et créatives. C'est une fédération que nous avons créée au sein de la CGEM parce qu'il était temps de donner une voix différente aux acteurs du secteur, à savoir que ce secteur-là, que nous avons tendance à mettre sur le plan social, la jeunesse, toujours les mettre en situation de main tendue. C'est comme si c'est véritablement un acte de charité qu'on fait dans notre approche de ces sujets. C'est pas normal. Aujourd'hui, nous savons que dans le monde, c'est le 5e secteur qui fait le plus de croissance dans le monde. Donc, il faut qu'il y ait une prise de conscience. Il faut déjà que nous sachions c'est quoi les industries culturelles et créatives. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? On est ici à 2M. Si vous regardez en France, les médias sont les industries culturelles et créatives. Et au Maroc, il faut qu'on puisse être capable de savoir qu'est-ce qu'on veut faire de ce secteur et comment créer l'écosystème favorable pour que les professionnels du secteur privé puissent entreprendre, créer les conditions favorables et tirer tout un secteur vers le haut parce que les artistes, eux, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent créer. Ils veulent chanter, ils veulent se produire sur des scènes de théâtre, ils veulent être... Mais au Maroc, quand on est artiste, on doit être tout. Attaché de presse, producteur, fiscaliste, c'est juste pas possible. Il faut développer des métiers. Ouais. Parmi les missions de la FIC, de la Fédération des industries culturelles et créatives, on trouve en fait la défense des intérêts des acteurs de la culture. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce qu'a pu faire la Fédération durant cette période un peu compliquée du Covid à l'égard des acteurs culturels ? Alors, très simplement, je vous dirais une chose. Il y a eu un contrat-programme pour le secteur. S'il n'y avait pas eu la FIC, il n'y aurait pas eu ce contrat-programme. Parce que ça, c'est une chose. C'est une chose. Malheureusement... Qui a été mis en place quand, le contrat-programme ? Qui a été mis en place en janvier 2021. Ah, donc c'est tout récent, en fait. Non, oui, c'est ça. Oui, la crise a démarré en ouais. mars 2020 Ouais. et en janvier 2021. Il a fallu batailler, oui, puis il ne faut pas oublier qu'on a eu aussi un changement de ministre, puisque Othman Firdaus est arrivé... en avril 2020. Voilà. Donc, il fallait qu'il ait le temps de... Il a été assez rapide, quand même. Donc, c'est quand même très intéressant de savoir que ce secteur a pu bénéficier d'un contrat-programme au même titre que les secteurs qui étaient sinistrés. Parce que je pense que s'il n'y avait pas eu cette bataille au sein de la FIC, avec le fait aussi que le président de la CGM siège au sein du comité de veille économique, probablement les choses auraient été différentes. Et malgré ça, le secteur vit une crise très grave. Évidemment, je pense que tout le monde se débrouille par le système D, ce qui est malheureux. Les artistes et les gens du secteur sont des gens qui ont une vraie fierté, une vraie dignité. Et ça, il ne faut plus que nous puissions revivre ça. Là, vous restez avec nous, on va continuer à commenter l'actualité. Est-ce que vous êtes beaucoup sur les réseaux sociaux ? Alors, j'y suis pas mal.
Je suis sur Facebook depuis longtemps, sur Twitter depuis quelques années, sur Instagram depuis plus récemment. Je n'arrive pas trop avec Instagram. TikTok. Je ne suis pas du genre à me photographier, à me mettre en scène. TikTok. Non, pas du tout. Pas du tout. LinkedIn, alors. LinkedIn, oui. Je trouve que LinkedIn, ça reprend très, très fort. Mais ça prend un temps fou. En plus, je le fais moi-même. Voilà. Mais depuis 2 mois, je me suis presque totalement absentée des réseaux sociaux parce que j'étais très prise dans la campagne. Alors, nos vies à nous sont tous rythmées par ce qui se passe sur le net. Et cette semaine, la vie de beaucoup s'est brutalement arrêtée. Dieu merci. Durant quelques heures. Alors, il y en a qui sont contents et d'autres, ça a été le drame absolu. Ils en disent quoi sur le web? Jingle. Ils disent quoi sur le web? Bonjour Rita. Bonjour. Oui, moi, ma vie a failli s'arrêter. Toi, je pense que tu as dû frôler l'attaque cardiaque, je pense. Non, en fait, je me suis dit, il n'y aura pas de chronique. Mais personnellement, ça m'a fait une petite pause. C'était sympathique. Ah, ça t'a fait une pause, ça t'a pas traumatisé plus que ça, le fait que, en réalité, moi, ce qui a été compliqué, c'est WhatsApp. Parce que moi, j'étais ravie que WhatsApp s'arrête pendant un moment. Oui, mais pour beaucoup. Mais aujourd'hui, WhatsApp est devenu un outil professionnel. Exactement. C'est exactement ce que je voulais dire. dire. Bien plus qu'un outil de socialisation. Il y a des gens qui ont leur business sur WhatsApp. C'est pour ça que tout le monde en fait était content que ça s'arrête. Oui, et tout le monde disait que ce serait bien que Facebook et Instagram ne reviennent pas. Par contre, rendez-nous WhatsApp, on a encore besoin de bosser un petit peu. Voilà, mais en fait, l'idée globale, c'était un peu ça. Mais tous les groupes dans les sociétés, tout le monde a ça aujourd'hui, WhatsApp. Et ils en ont dit quoi sur le web, Rita? Alors oui, Fethia, vous le savez, lundi dernier, Facebook a planté et a également planté plus de 3,5 milliards d'utilisateurs. En quelques secondes, le réseau social avait complètement disparu d'Internet, emportant avec lui les membres de sa famille, WhatsApp et Instagram. Une panne à l'échelle mondiale qui a inspiré les internautes, ils ont notamment écrit: après 6 ans sans les avoir utilisés, nous redécouvrons l'utilité des SMS. Merci Marc, grâce à toi, aujourd'hui on a fait connaissance avec les membres de la famille. Ou encore, j'ai découvert que j'avais 2 enfants et surtout qu'ils peuvent tenir une conversation. Et oui, de nombreux accros à ces réseaux avaient l'impression de revivre un second confinement. Et ce qui est étrange, c'est que certains avaient même presque oublié qu'il existait d'autres plateformes comme TikTok, Snapchat ou encore Twitter. Le réseau à l'oiseau bleu, qui lui fonctionnait parfaitement, s'est d'ailleurs moqué de son concurrent en publiant en pleine panne « Salut littéralement à tout le monde ». Parce que oui, tout le monde était en effet connecté sur Twitter, même les responsables de Facebook. Ces derniers ont dû publier chez la concurrence pour s'excuser auprès de leurs utilisateurs. Un comble pour Mark Zuckerberg qui a pendant quelques heures eu les fils qui se touchaient et a littéralement pété un câble. Et oui, en 6 heures, le fondateur de Facebook a perdu près de 7 milliards de dollars. Mais je peux pas vous dire plus. Les utilisateurs de Facebook qui n'ont pas été émus par la nouvelle ont même rebaptisé le milliardaire Mark Zuckerberg, le fragile. Ils ont d'ailleurs commenté « C'est dommage, j'aurais aimé qu'il perde la totalité » et « Muskin, qu'on lui ouvre vite une cagnotte litchi ». Et il n'est pas le seul loser dans l'histoire. Non, car on le sait. Certaines personnes vivent des réseaux sociaux. On les appelle les influenceurs. Et qui dit plus de Facebook et d'Insta, dit donc plus de pépettes. Ça n'a pas échappé aux internautes qui ont écrit. Les influenceurs sont en PLS et quelqu'un a des nouvelles de Nabila? Comment elle va? Est-ce qu'elle est en état d'urgence absolue? Ce tweetos ne croyait pas si bien dire, car l'influenceuse Nabila a en effet complètement paniqué pendant la panne. C'est sur Twitter qu'elle s'est réfugiée pour lancer un appel au secours à ses fans. Elle a publié, je cite, « Allô, vous me recevez ?» Et « Il se passe un truc étrange, je pense qu'on est envahi par les aliens, oh my god !» Et ces tweets sont véridiques. Ils n'ont d'ailleurs pas laissé les internautes de marbre, ils lui ont répondu instantanément. « T'es une Instagrammeuse et t'appelles Instagram? Non mais allô quoi ?» Ou encore « La panne de ton cerveau, c'est les aliens aussi ?» Le lendemain, c'est sur Snapchat que Nabila s'est finalement expliquée sur son tweet intergalactique après avoir repris ses esprits. Enfin, c'est ce que je pensais. Je pense que les aliens, ils n'ont pas forcément fait exprès de rentrer dans le satellite de WhatsApp et d'Instagram. Et de tout le groupe Facebook, c'était peut-être par hasard, mais enfin, moi c'est juste que je pense que ça peut peut-être être ça. Je dis pas que c'est une certitude. C'est lunaire.
lunaire. Autre réaction qui a fait le buzz sur la toile, c'est celle du duc de Boulogne, B2OBA. Et oui, banni d'Instagram, le rappeur s'est forcément réjoui de la situation des influenceurs, ou plutôt de ceux qu'il appelle les sans-talents. Ah, on peut plus mitonner là. Les sans-talents là. Ah, l'influencement, ça dit quoi? Enfin, certains trouvent que cette histoire est suspecte, même si Facebook a expliqué qu'il ne s'agissait pas d'une cyberattaque et que la panne était due à un changement de configuration ou à un compte qui faisait de la figuration, je ne sais plus. Bref, en tout cas, la conclusion pour moi, c'est qu'il faut de temps en temps savoir débrancher la prise pour pouvoir se connecter à l'essentiel. Il y en a qui s'en sont quand même pas remis, hein, tu sais, Rita. Je ne sais pas s'ils s'en sont pas remis, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui étaient paniqués parce que c'est leur gagne-pain. Et une après-midi, pour certains, c'est 100 000 euros de perdu, 1 million d'euros. On l'a vu pour Mark Zuckerberg, il a perdu 7 milliards d'euros en 6 heures, ce qui est rien par rapport à sa fortune. 1 milliard, ça veut dire qu'il gagne 1 milliard de dollars par heure? Non, c'est pas. Mais non, c'est que ça se calcule pas comme ça. Le montage financier, il n'est pas. En fait, il est pas comme ça. Non, mais il y a une chute. En fait, Facebook a chuté en bourse au moment de la panne, Facebook, Instagram, WhatsApp, et la chute s'est faite de cette manière, en fait, dans son pactole, on va dire, dans son. Après, c'est une perte latente, c'est-à-dire tant qu'ils ne vendent pas, ils ne perdent pas. C'est-à-dire que ça peut remonter par la suite. Oui. C'est ça, c'est exactement ça. Mais après, dès que Facebook est revenu, Mark Zuckerberg regagne automatiquement de l'argent. Il faut dire que sa fortune est estimée à 120 milliards de dollars. Donc, mais par contre, Rita, je trouve que l'information la plus effrayante, pour moi, que je trouve effrayante, autour de cette panne, justement, c'est que même les gens de Facebook qui ont voulu rentrer dans leurs locaux pour réparer le bug, en fait, on m'a fait rentrer parce qu'effectivement, tout est tellement informatisé. Et ça, c'est effrayant, je trouve. C'est-à-dire que ça rappelle certains films de science-fiction où tu as ton grille-pain qui va se révéler contre toi qui le martyrise tous les matins. Parce que je vois même en train de te battre avec ton aspirateur. Mais en fait, ils devaient se connecter sur Facebook pour accéder aux locaux. Mais ça m'est arrivé, moi aussi, j'ai voulu faire une commande le jour même. Et en fait, vu que je suis inscrite via Facebook à certains sites, et ben on me disait, vous ne pouvez pas vous connecter, il y a un problème, le site ne fonctionne pas. Mais par contre, voilà, il y a des alternatives. Moi, j'ai Signal, par exemple. Donc moi, j'étais sur Signal pour envoyer, où j'ai envoyé des SMS. Exactement. J'ai envoyé des SMS ce jour-là, je l'avoue. Merci beaucoup, Rita. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. À la semaine prochaine, à bientôt. Merci, on t'embrasse. Nous allons parler d'économie encore, mais cette fois-ci, au niveau de nos stades. Le manque à gagner est énorme pour les clubs sportifs, mais aussi pour les villes. La semaine dernière, nous vous annoncions la possible réouverture au vu des chiffres de la pandémie qui étaient les plus encourageants. On parlait peut-être d'un match test et finalement, l'euphorie n'a pas eu lieu. En fait, si, peut-être juste derrière les écrans de télévision. La parlementeuse. Allô ? La parlementeuse. C'est vrai qu'on se réjouissait la semaine dernière, mais finalement, hop. C'est vrai qu'il y a à peine quelques jours, tout le monde était excité à l'idée d'un retour du public dans les stades. D'ailleurs, la semaine dernière, il y a la fédération qui avait mis en vente 27 000 billets pour la confrontation du Maroc contre la Guinée-Bissau, qui a eu lieu avant-hier à Rabat. Et il s'agit d'une première. Il devait s'agir d'une première depuis le début de la pandémie et du Covid en mars 2020, quand les autorités avaient décidé d'interdire l'accès au stade pour éviter la propagation du virus. Alors que la situation sanitaire semble mieux maîtrisée, il est même question d'autoriser les supporters de revenir au stade après la trêve internationale et la reprise de la Botola, qui est prévue pour le 13 octobre. Donc la fédération a mis en vente des billets de cette rencontre qui va de 50, 60 à 150 dirhams, mais qui impose quand même le pass sanitaire, bien évidemment, tandis que les mineurs, ils seront interdits d'accès au stade, même s'ils sont accompagnés d'un majeur. Donc jusque-là tout va bien, sauf qu'on a tous remarqué avant-hier lors du match qu'il n'y avait pas un seul supporter dans les tribunes. Donc effectivement la fédération avait suggéré en fait la présence du public avec une jauge de 50% parmi les supporters et qui dispose de pass sanitaire. Néanmoins la décision n'est pas de son ressort, mais plutôt des ministères de celui de l'intérieur et de la santé. Et bien suite à cette annonce, j'ai fait un micro-trottoir pour savoir si les gens étaient pour ou contre cette décision. En colère. Très en colère, oui. On écoute.
écoute. كيفاش تلقيتي الخبر ملي عرفتي بان ما غاديش يرجعوا الناس يتفرجوا في التيران؟ ما متفقش معاهم، يعني حنا درنا اللقاح ديالنا وداك الشيء، يعني كنطلب منهم انهم يحاولوا امجين يديروا هاد المبادره هذه، يخليوا الجماهير تدخل، ولكن كل شيء اللي داير الباس وعنده الباس ودار اللقاح ديالو، يعني هذا من وجهه النظر ديالي انا ما متفقش معاهم. كنتي معول تمشي تتفرج في الماتش ديال المغرب؟ كنت معول غادي نمشي للماتش ديال المغرب، ولكن شاف مواقع التواصل الاجتماعي يعني بقى فيه شويه الحال. يعني ما تقبلناش هذا القرار، ما قرار ما والو. نورمالمون خص دابا مع داروا التلقيح وهذه خصهم يتساعدوا في هذه الامور، حيت صافي اللي عنده جواز هذه يدخل. ما حتى حنا توحشنا نتفرجوا في كره وباسيوني بهذا الدومين، ولكن حنا مع الروتور ديال الجمهور، حيت توحشنا داك الجو، توحشنا كنشجعوا الفريق ديالنا. انا مع الجمهور اللي خصو يكون في التيران، حيت اي مقابله كتكون بالجمهور ديالها كيكون واحد الحماس، كيكون واحد الحماس بالنسبه للجمهور، وبالنسبه للعاب حتى هو كيعطي. وملي كنشوفوا هاد المقابلات بدون الجمهور راه بحال ما كاين والو. صراحه الخبر ما كناش كنتوقعوه، كنا تنسناو الجماهير يرجعوا للتيران، فهمتي، حيت هذا هو الوقت، كاع الجماهير في كاع العالم رجعوا للتيران، خاصنا حنا نرجعوا، فهمتي. التلقيح راه درناه، خاصنا ندخلوا نتفرجوا ونشجعوا الفرق ديالنا. انت كنتي ناوي تمشي تتفرج في الماتش ديال اليوم ديال المغرب؟ ضروري كنت ناوي نتفرج فيه، كنا كنتسناو الساعه صدمونا قال لك ما بقاش لا تيران لا والو. اختي انا ضد القرار اللي خداو دابا، لان شنو هو لومبيونس ديال التيران اصلا، شنو هو الجمهور، يعني الكره بلا جمهور ما كاين والو، يعني بحال شي طاجين بلا ملحه. C'est tellement joli. Bonne analogie. Il y a un internaute qui a écrit, qui a été pas mal repris. C'est « Vous m'avez menti, vous m'avez trahi ». Un jeune qui disait qu'il ne se ferait jamais vacciner. Et en fait, pour lui, pour son moral, pour sa vie, il ne vit qu'à travers le football. Et il a écrit en rouge et avec comme du sang qui coulait, en disant voilà, vous m'avez piqué, je ne voulais pas. C'est un jeune qui est allé se faire vacciner pour aller dans un stade. L'exemple que tu as relevé sur les réseaux sociaux est éloquent. Quand tu parles de trahison, les mots est fort. Hein. C'est un très grand mot, parce qu'on parle de sport, là, des terrains, effectivement, mais on parle de tous les acteurs sportifs dans l'absolu. Maintenant, il faut essayer parce que les salles de sport qui ferment pendant un an et demi, mais c'est comme les cafés-théâtres, en fait, c'est comme les endroits où les gens vont se produire. C'est pour les gens de la culture. On considère que ces gens peuvent mettre leur vie entre parenthèses pendant presque une année. On a mis nos vies entre parenthèses, mais c'est vrai que moi, ce jeune m'a bouleversé. C'est vrai qu'ensuite, on leur a interdit de travailler. Il faut souligner ça. C'est des interdictions administratives de travailler. C'est pas rentrer chez soi à 8 heures après avoir... Notre morale qui n'en peut plus, on va parler... évidemment, ça c'est pour le côté sain d'esprit. Mais là, je parle de la situation des gens qui travaillent dans ce secteur. Il y a une décision du gouvernement de leur interdire de travailler. Donc qu'est-ce qu'on met face à cette interdiction? Surtout pour le sport, une dernière fois, très rapidement, quand tu as peur de faire et tu sais pas comment faire, la chose la plus simple, c'est de ne pas faire. Et je pense qu'aujourd'hui, au niveau sportif et au niveau de cette histoire de terrain, ils savent pas comment gérer la chose, je pense. Et donc la façon la plus simple, c'est de continuer à... On parle justement de ce match parce que le temps court et très vite. Ce match improbable, invraisemblable, toutes les rumeurs qui ont circulé, des photos justement pour les réseaux sociaux qui ont quand même un peu choqué, des photos de toilettes. Nauséabond, je pense. Ouais, ça sent pas bon du tout, comme je te l'ai dit en préparant cette émission, ça sent pas bon du tout. Mais c'est surtout totalement invraisemblable. On a vu la colère à travers le micro-trottoir qu'a fait Rimel de tout le monde. Et à un moment donné, on s'est dit n'importe comment, il n'aura même pas lieu ce match. Oui, mais en fait, où est le vrai du faux? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous le raconter, mais en fait, ce qu'on vit pendant cette semaine est un événement sportif extraordinaire, honnêtement. Y a rien, ça joue. Amine, sur le terrain. Amine, c'est à vous là. Ces 3 matchs là en 6 jours, et quand je parle d'événements sportifs extraordinaires, c'est qu'ils sortent de l'ordinaire. Donc on nage un peu en plein délire, le WTF comme ils disent les jeunes en ce moment. Et parce que déjà 3 matchs en 6 jours entre le 6 et le 12 octobre pour une campagne de qualification à une compétition sportive majeure, c'est déjà un défi aux lois du corps et de la physiologie. Dans l'absolu. Mais c'est vrai en plus, hein. Ça 3 matchs en 6 jours, si tu foires ton programme, ta récupération, ta nutrition et ton bon voisinage, parce que c'est pas évident de faire vivre des gens ensemble en vase clos et que tu gères pas tout ça, tout peut t'exploser à la gueule. En fait, et c'est ce qui est arrivé aussi en parlant d'explosion dans les cuvettes cette fois-ci. Et c'est pour ça qu'on se demande véritablement ce qui s'est passé. Le pire, c'est que c'est vrai. Mais c'est vrai, c'est une hérésie. Et on se demande ce qui a pu traverser en fait la tête de la délégation guinéenne, parce que bon, c'est nos premiers adversaires selon le périple, qui à 2 jours du match, soit donc lundi dernier,
nous ont offert sur les réseaux sociaux des images affolantes de leur WC souillé parce qu'il semblait être une intoxication alimentaire. En laissant entendre en filigrane. Ils sont allés filmer les joueurs en train de se retourner l'estomac, quoi. En train de se retourner l'estomac. Et le pire, c'est qu'ils ont, en laissant entendre en filigrane que nous aurions éventuellement pu y être pour quelque chose. Parce que c'était ça un peu la chose. Sauf que un petit peu beaucoup quand même, là, parce que c'est super gentil. Non, c'est la presse qui l'a rapporté, mais on va non, mais dire dans les dans sa commentaires, déclaration, il est vrai, c'est pas la délégation à aucun moment. Tu as parfaitement raison. Mais dans La les nuance est importante, commentaires, c'est parti un petit peu en live cette histoire. Parce que c'est pas la première chose. J'en parle. C'est pas la première fois, je veux dire. J'en parlerai en fait. Et sauf que la chose a été beaucoup moins grave que racontée par justement la presse affidée justement à cette délégation guinéenne, parce que finalement c'était 5 joueurs et un membre de la délégation qui n'ont pas digéré le poisson qu'ils ont dévoré à l'hôtel, et pas donc les 25 comme ils l'ont clamé un peu partout, et surtout qu'ils ont refusé, justement ceux qui sont retrouvés à l'hosto, de les analyses médicales d'usage en fait proposées par la clinique qu'ils a traitées, et surtout qu'après en fait 1 heure après on les montrait en train de cavaler comme des capris. Donc l'idée c'est qu'il y avait une certaine dose de mauvaise foi, crédibilité zéro en fait pour cette tentative ratée de faire reporter le match, parce que c'est ce qu'ils voulaient en fait, faire reporter le match. Petit coup de pression ridicule comme on l'avait déjà quand on l'avait déjà tenté les Gabonais en 2017. Ah oui. Le match qu'on avait vu ensemble, Neila, quand quelques heures avant d'être rossé 3-0 à Casablanca, en fait, leur joueur Aubameyang, et c'est là où c'est un peu plus grave parce que là c'est une déclaration officielle du joueur star des Gabonais, avait déclaré que la moitié de son équipe s'était mal sentie suite à un jus d'orange suspect bu à leur hôtel. Bon, alors le Gabon, je veux bien, qui est une puissance footballistique africaine. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ils ont vraiment été malades ou ils n'ont pas été malades? Alors qu'ils étaient malades, c'est peut-être vrai parce qu'ils ont mangé un produit avarié, comme ça aurait pu arriver à n'importe qui. Tu sais, j'ai pas voulu m'attarder sur ça, mais il y a des règles au niveau de la CAF. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un principe de réciprocité. Ou tu acceptes quand tu viens chez ton pays hôte d'être entièrement pris en charge, et qui t'assure donc le transport, la sécurité alimentaire, le logement, tout ce qui s'enfuit et tout dans le terrain. Ou alors, et dans ce cas-là, quand tu vas te déplacer pour le match retour chez lui, il fait pareil, ou alors tu refuses. Sauf que les Guinéens ont refusé. Ils ont dit, bon voilà, vous nous laissez, on va se débrouiller, on se gère nous-mêmes, on prend l'hôtel nous-mêmes. Normalement, ils ramènent leur propre cuistot pour éviter éventuellement d'éventuels dérapages. Parce que quand c'est pas le pays hôte qui gère, quand tu as des joueurs qui viennent, ils peuvent aller manger n'importe où, ils connaissent pas le pays. Ils peuvent aller dans une gargote, ils peuvent aller manger dans des endroits. Et c'est ce qui a dû certainement Mais arriver. où était l'objectif alors? C'était de faire vraiment demander un report de match, ce qui est un peu ridicule, sachant qu'on les joue en aller-retour, on les a joués le 6, et on les rejoue le 12, donc c'est pas très clair. Et puis mettre un petit coup de pression aussi, je suppose. Donc en fait, leurs motivations ne sont pas très louables, ça c'est certain, et pas très claires non plus. Donc voilà, moi ce qui m'a fait un peu mal au cœur, c'est que les Gabonais se plaignent bien, mais la Guinée-Bissau, franchement, si on a besoin de ça, la Guinée-Bissau, ils sont classés 109e mondiaux. Je pense pas véritablement qu'on avait besoin de faire tout ça pour les battre. D'ailleurs, cette équipe-là, il y avait seulement notre sélectionneur. Pour le coup, ils l'ont vraiment pris la douche. Effectivement, donc il y avait seulement le sélectionneur qui les craignait un peu, et je vous propose de l'écouter d'ailleurs. Ça sera difficile pour l'équipe de Guinée-Bissau aussi. Oui, bien sûr. C'est un match qualificatif pour Coupe du Monde. Peut-être contre la meilleure équipe de notre plus grande adversaire, parce qu'il a gagné après Soudan chez eux 4-2. Bon alors, ça c'était le coach Vaïd, donc un peu pessimiste sur le coup. Donc est-ce que notre Schtroumpf Ronchon a-t-il eu raison finalement d'en faire toute une montée à cette équipe? Ben non, parce qu'on les a dominés dans les grandes largeurs, avec à l'arrivée ce qu'on appelle une manita. Tu connaissais pas ce mot-là? Non, c'est quoi une manita? Donc 5 doigts, 5-0. Ah oui. Voilà. Donc il n'a souffert d'aucune contestation. Mais comme on est des râleurs et qu'on est des gourmands, nous on a quand même on était un peu frustrés parce que le 5 aurait pu faire 5, 7, 8 ou 9 en fait, facile. Donc voilà. Par contre, en vouliez plus. C'est vrai que c'était trop largement, facile. C'est beaucoup trop facile. Et c'était un très beau match. À cause du poisson ou pas, ou juste parce qu'ils sont véritablement faibles. C'est le jus d'orange qu'on les a éliminés. Mais c'est important de dire, parce que ce que Vaïd a définitivement bien fait par contre, c'est pas d'en avoir peur, mais c'est d'avoir écarté Mzraoui Ziyech. Tu te rappelles la polémique? Oui, tout à fait. Donc les deux starlets qui se font des pas dans le groupe, parce qu'on a vu hier, et ça il faut le dire, à la décharge de Vaïd, certainement son meilleur et son match le plus abouti qu'il a à tête de l'équipe du Maroc. Du coup, Vaïd, grande gueule comme il s'est un peu enflammé à la fin du match, en attaquant les journalistes sur leur supposée impatience, comme on peut l'entendre ici en fait dans le sonore. Mais juste avant, j'aimerais quand même lui rappeler qu'il est là depuis 2 ans, que l'attente a quand même pas mal duré, que la frustration aussi, et qu'en 2 ans, il y a quand même des gens qui ont inventé un vaccin. D'abord, il faut féliciter les joueurs qui ont fait un bon match, très efficace. Que je vous ai déjà dit, on va remonter notre niveau, on va progresser. Vous êtes tous un petit peu impatients. Je suis content pour l'équipe et content pour les supporters parce qu'ils ont
attendu cette large victoire depuis certains moments. Voilà. Changement de gouvernement, toi tu aimerais un changement radical ? Non, du tout. Aujourd'hui, il tient ses objectifs. Il nous a qualifiés en Cannes. Je pense qu'il est bien parti pour nous qualifier au barrage de la Coupe du Monde. Parce qu'en fait, c'est pas si on finit premier de ce groupe. C'est quand on finira premier de ce groupe, on aura encore un barrage contre une très belle équipe africaine en match aller-retour pour aller en Coupe du Monde. La dernière, on y était il y a 2 ans, après 20 ans d'attente. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est quand même bien placé pour nous y emmener. Par contre, dans ses déclarations un peu enflammées à Thierry-Larigot, je pense que tu me donneras le temps la semaine prochaine pour en parler. Parce que je crois que j'ai un peu... c'est juste que tu as pris ton temps, mais largement. Hein. Tu trouves ? Mais même que tu débordes de tout le monde. J'ai coupé Rimel, mais alors toi, tu t'es lâché comme il faut. Tu voulais ça. C'est parce que c'était intéressant, elle t'a donné du temps. Non, Moi, mais je vais te faire une confidence. J'ai vu au Parlement des présidents de séance s'oublier. Ah oui. Parce qu'ils étaient captivés par l'intervention d'un bon tribun. Mais je t'ai captivé, Féchia ? Dis-moi tout. Non, mais je vais faire une confidence. Depuis qu'il est avec nous dans l'hebdo, il m'a presque, je dis bien, j'y suis pas encore, presque convaincu d'aller dans un stade. J'y travaille. J'y travaille et je te jure. Ça, je suis étonnée. Par contre, je m'engage à t'y emmener. Parce que, Inch'Allah. Je m'engage quand les stades ouvriront en 2025 avec le courage qu'on a aujourd'hui du gouvernement. 2030, 2040 d'ici là, mon Dieu. Je t'emmènerai voir un match du glorieux Wydad de Casablanca, certainement la plus belle équipe de l'histoire du Maroc. Moi, je t'emmènerai dans les tribunes du Raja. Tu cherches là. Je vais aller. À perdre la moitié de ton de l'audience. Gratouille. Celui qui gratte chaque jour, mais alors il gratte très 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 profond, c'est pour vous trouver et vous dénicher la pépite musicale de la semaine, c'est Yacine Tabouktirt. Radio 2M, la pépite de Yacine Tabouktirt. Madame Laouni, chers collègues, notre invité Néla Tiazi, la chronique d'aujourd'hui s'appelle Confession intime. J'ai commencé à écouter du jazz pour pécho. Voilà. Ben oui, avant que les bobos ne découvrent que la Haïta est une musique sexy et qu'ils commencent à kiffer Cheb Hasni, si tu n'avais pas de référence musicale plus, c'était compliqué d'exister parmi l'élite. Encore pire si tu as envie de trouver l'amour dans ce genre de soirée, mais que tu fais 1m72 et que tu n'as pas de cheveux. Mais les voies du manque affectif sont impénétrables. Et j'ai transcendé toutes ces difficultés afin de comprendre ce qui fait la magie du jazz. J'ai passé des nuits blanches à écouter les anthologies des principales figures du jazz comme Louis Armstrong, Duke Ellington, Billie Holiday, Charlie Parker, John Coltrane, Miles Davis ou encore Keith Jarrett. J'ai écumé les bars de jazz parisiens à la recherche du swing parfait et je n'ai loupé aucune édition du Festival des Saouira qui, rappelons-le, fait le bonheur de milliers de Marocains depuis une vingtaine d'années en proposant des têtes d'affiches nationales et internationales ainsi que des créations artistiques uniques mêlant Gnaouich et autres musiques traditionnelles marocaines à des ténors du jazz comme Snarky Puppy, Christian Scott, Maceo Parker, Ibrahim Malouf ou encore Amri Moore. Tout ceci m'a amené à déconstruire cette idée qui dit que le jazz est snob et élitiste, mais plutôt de penser qu'il est l'incarnation même de la diversité. Et s'il existait une scène jazz dans le monde qui me chamboule en ce moment, ça serait la scène jazz israélienne. Avishai Cohen, Shai Maestro, Yaron Herman, Omer Avital, Ouzid. En attendant de voir ces noms venir jouer chez nous, Inch'Allah, salut, ça va, tu vas bien, je vous laisse avec Adam Ben Ezra Trio, un contrebassiste originaire de Tel Aviv, qui je suis sûr vous donnera envie de découvrir la scène jazz israélienne, Blemen K'tchar Aleikum, Behind the Wall de Ben Ezra Trio. Écouter en intégralité juste après avoir dans quelques secondes en réalité. Je vous donne la parole juste parce qu'on a quand même, bien évidemment, il a fait de gros clins d'œil pour le festival Gnawa. Vous nous avez parlé de la place importante des artistes, du volet économique, de ce que peut représenter la culture, parce que vous avez raison, autour de cette table, personne ne vous contredira. Nous sommes convaincus que la culture est un véritable levier économique. Pas sûr que nos politiques en soient convaincus également, puisque vous avez parlé de ce 1% ridicule pour beaucoup, pour consacrer à la culture. On mériterait tellement mieux. La question qui se pose, c'est la reprise des festivals. Rimel parlait des stades. Qu'en est-il pour le festival Gnawa ? Alors, le festival Gnawa, vous savez, on n'aurait jamais imaginé qu'il puisse être annulé. On a tout fait pendant 22 ans, pour ne jamais baisser les bras et ne jamais arriver à prendre cette décision, quelles que soient les difficultés que nous ayons. Parfois, ça s'est joué à très peu de choses. Oui, on a failli l'annuler plusieurs fois, les problèmes d'argent, toujours des problèmes. Et puis, on a toujours résisté. Et finalement, arrive cette crise du Covid et on se retrouve obligé de l'annuler.
et obligé de l'annuler une deuxième fois consécutive. Alors, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, et là je parle au nom de tous les opérateurs du secteur, c'est qu'on ne sort pas les festivals des congélateurs. Un festival, c'est 1 an de travail. Voilà, c'est 1 an de préparation. Ce sont des métiers. C'est une chaîne d'expertise, c'est une chaîne de professionnels qui amène quelque chose de très important dans nos villes, des festivals. Des directeurs artistiques, des musiciens, des producteurs, des directeurs de production, tout ce qui touche à la technique et à la prod, l'hébergement, la logistique, le transfert aérien, la presse, l'hébergement de la presse, les repas, le catering. Il faut juste que les gens, nos responsables, nos décideurs, qu'ils soient politiques ou économiques, comprennent la mécanique énorme qu'il y a derrière l'organisation d'un événement comme ça. Et je pense que depuis presque maintenant 30 ans, en tout cas, ça s'est beaucoup accéléré avec le règne du roi Mohamed VI, il y a c'est une telle niche de création de richesse dans nos territoires, d'emploi. Il faut qu'on comprenne clairement et de manière définitive que ce sont des choses qui se planifient. Et que comme tous les opérateurs économiques disent on veut de la vision, les professionnels de la culture ont besoin de vision. C'est comme les grands matchs de foot, ça se programme. Alors aujourd'hui, il faut simplement qu'il y ait ce déclic dans la tête de nos décideurs de comprendre que la culture, c'est quelque chose de sérieux, pour laquelle il faut une chose sérieuse pour laquelle il faut de la vision et de la programmation, parce que les professionnels ont besoin de programmer. J'imagine que vous n'allez pas attendre des semaines avant de toquer à la porte du nouveau ministre de la Culture ? Écoutez, j'espère qu'il va nous recevoir très vite, parce qu'il va avoir besoin de discuter avec les professionnels du secteur. Vous savez, nous, dans notre fédération, il y a la musique, il y a le cinéma, et Dieu sait ce que peut le cinéma apporter. Il y a 7 volets, en fait, Il y en a 8, parce que l'événementiel a demandé à nous rejoindre. On a vu que c'est une niche d'emploi qui est formidable pour la jeunesse. Et c'est peut-être le chemin le plus court entre le petit diplôme et l'emploi effectif. Donc, pourquoi priver tous ces jeunes qui veulent travailler dans ces secteurs ? Regardez, on construit des théâtres, ils sont fermés depuis 2 ans. Pourquoi ? Parce qu'on les a confiés à des entités qui ensuite les ont confiés à d'autres entités, et qu'au moment où on a réfléchi tout ça, on n'a pas programmé. Qu'est-ce qu'il faudrait faire alors ? Il faut une vision. Il faut une vision, il faut une vraie stratégie. Alors, elle pourrait venir avec le nouveau modèle de développement. Alors, je vais quand même vous préciser une chose qui est importante, parce que vous m'avez posé une question très importante tout à l'heure à laquelle je n'ai pas pu répondre de manière exhaustive. La fédération à laquelle nous sommes élus depuis 2 ans et demi a organisé les premières assises nationales des industries culturelles et créatives, et sous le haut patronage de Sa Majesté. Je le précise, c'est important, Sa Majesté, en accordant son haut patronage, a voulu aussi envoyer un signe de l'importance de ces assises. Nous sommes sortis avec des recommandations. Parmi ces recommandations, il y a la question d'avoir une stratégie nationale. Parce que sans stratégie, sans vision, il est extrêmement difficile d'obtenir des aides publiques et de mettre en œuvre des réformes. Alors, nous avons ces recommandations. Parmi les premières, cette stratégie. Aujourd'hui, depuis quelques mois, Othman Firdaus a mis en place une grande étude pour arriver avec une stratégie, avec une approche économétrique et statistique. Ce sont des mots qui ont l'air sachants comme ça, mais moi je vais vous le dire, le jour où j'ai eu un grand cabinet de la place, pour ne pas le citer, qui est le cabinet Valiance, qui nous a offert gracieusement une étude et qui a démontré que pour chaque dirham qu'on investit dans le festival Gnawa, il y en a 17 qui retombent dans la ville, eh ben on a commencé à nous regarder autrement. Il faut que le ministre des Finances accorde des budgets, parce qu'il faut le dire, aujourd'hui le Maroc, c'est à peu près 1 milliard de dirhams consacrés à la culture, entre le budget du ministère et le budget des collectivités territoriales, mais tout le budget n'est pas consommé. Tout le budget n'est pas consommé. Alors qu'avec un peu plus d'efficacité administrative, un peu plus de communication, un peu plus de mobilisation, on pourrait déjà consommer ce qui existe et arriver à des choses plus intéressantes et déjà sauver l'existant. Il faut accompagner les professionnels et les considérer comme des investisseurs, comme des opérateurs, et il faut leur donner toute la crédibilité qu'ils méritent et tout le respect qu'ils méritent, parce qu'ils apportent beaucoup à notre pays. Merci beaucoup Naïla Tsessi. Elle n'a pas dit si le festival revient cette année, 2022. Le festival, nous, vous savez, après toutes les années d'expérience que nous avons, si on nous donne les moyens vite,
on vous fait un festival en quelques mois. On va militer. Mais les moyens, c'est ce qu'il y a de plus dur à trouver, que ce soit auprès du secteur privé que du secteur public. Donc il faut que tout le monde se mobilise pour qu'il y ait un grand élan de relance, parce que la culture, c'est la relance du moral, c'est la relance du tourisme, c'est la relance de l'image du Maroc. J'ai la chef de prod qui va me tuer. Chacun prêche pour sa parole. Pour la deuxième semaine consécutive. Merci beaucoup Naïla Taji. Je rappelle que vous avez été réélue pour siéger à la Chambre des représentants au nom de la CGEM. Des conseillers, j'ai dit des représentants à la Chambre des conseillers. Je rappelle que vous êtes la présidente de la Fédération des industries culturelles et créatives. Il va falloir revenir nous voir très très vite dès que vous aurez votre entretien avec le ministre de la Culture, à condition que vous nous disiez vraiment ce on peut l'avoir en live sur votre plateau. On peut les avoir tous les deux ici. On y compte bien. On peut les avoir tous les deux ici. Bien évidemment, on y compte bien. Avoir un petit peu... Merci infiniment à vous de nous avoir suivis. Désolé pour le petit retard. On se dit à la semaine prochaine.